Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter des livres qui ont été assez importants dans, comment dirais-je, mon apprentissage de réalisation de maquettes, même si je me suis remis, comment dirais-je, avec d'autres tutos que j'ai vus plutôt sur YouTube. Voilà, il faut dire ce qui est. Certains tutos présentant la réalisation de figurines ou de maquettes, notamment liées au jeu de rôle, assez étonnamment. Les méthodes de brossage à sec, de jus, etc. qui m'intéressaient à un moment pour avoir acheté des pots de peinture qui allaient disparaître et qui étaient soldés dans certaines boutiques. J'ai acheté quand même certains pots à 1 euro. Bon, maintenant, ça me fait rigoler parce que j'ai trouvé très facilement après des pots à 50 centimes, 30 centimes et compagnie, mais j'ai appris beaucoup de choses sur YouTube, mais j'ai appris ou confirmé pas mal de choses avec des bouquins à l'ancienne, et ça date en fait de ma collaboration avec Histoire et Collection dans le magazine 10e Planète. J'ai découvert chez Histoire et Collection des bouquins très intéressants, vraiment riches d'informations et de bons conseils, qui est l'encyclopédie, bon là, le terme me choque un peu, l'encyclopédie du modélisme. Alors je suis désolé, pour moi le modélisme c'est plutôt, comment dirais-je, par exemple du modélisme naval, du modélisme ferroviaire, donc pour moi, c'est plutôt de la miniature qui est faite pour bouger, qui est faite pour être animée. Pour moi, le maquettisme, même si c'est pas le terme utilisé chez nos amis anglo-saxons et visiblement espagnols, pour moi, le maquettisme est plutôt donc des kits fixes. Voilà, c'est pas du tout ce qu'on entend du coup de modélisme pour moi, mais qu'importe. Ce qui importe, c'est que plusieurs tomes, au moins 6, sont sortis. Je les ai retrouvés récemment en allant sur Paris, et malheureusement il me manque le tome 2 qui, je crois, concernait les tanks. Je sais pas si je l'ai prêté, je sais pas si je l'ai tout simplement pas retrouvé, qui traîne quelque part mais bon, j'en ai plusieurs à vous présenter. Je pense que je vais vous en présenter tout simplement un par semaine. Ça peut être intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et à noter sur ces livres-là, s'ils sont encore disponibles, ou si vous les trouvez tout à fait par hasard, on sait jamais, dans votre bibliothèque, dans une médiathèque, en vide-grenier, dans une boutique bouquiniste d'occasion, on sait jamais. Ça date un peu. Je pense que ça doit facilement avoir dans les 20 ans. On va voir ça. Bah écoutez, non, en fait c'est de 2001. Donc mais ça a quand même 17 ans. Histoire et Collection, a priori, a été racheté par quelques personnes qui faisaient partie de l'équipe rédactionnelle des magazines, donc je ne sais pas si ça fait partie des stocks disponibles, j'en doute, mais c'est pour ça que je vous parlais de bouquinistes, c'est que les sociétés d'édition qui disparaissent ont tendance quand même à se libérer des stocks, et donc du coup, ces volumes-là, qui ne sont pas des magazines du coup, ces volumes-là ont peut-être fini chez des bouquinistes. Voilà, donc c'est la version française d'ouvrage apparemment espagnol qui était sous la direction de Rodrigo Hernández Cabos. Désolé, mon accent n'est pas génial, mais voilà, je ne pratique pas régulièrement l'espagnol. Les Espagnols sont d'ailleurs parmi les pays européens les plus doués, sincèrement, en miniature et en maquette. Je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps des bouquins de Mick Jiménez qui fait donc ses propres produits, même des couleurs spécifiques aux vaisseaux, aux mécas, etc. Et donc je vous ai présenté des bouquins qui viennent de chez lui. Donc voilà, pas de surprise ici. Les Espagnols non seulement ont de la bouteille, mais en plus aiment à partager leurs informations et leur savoir. Des bouquins comme ça en français, il y en a pas des masses. Il y en a eu, mais il y en a pas des masses, et surtout ça se, entre guillemets, limite souvent à des sujets, j'allais dire, pas fictifs, voilà, donc réalistes. Mais on va pas leur en vouloir, puisque comme je le dis souvent, notre hobby
de faire des maquettes de robots, de vaisseaux spatiaux, empruntent volontiers à beaucoup de disciplines, et des disciplines qui considèrent parfois avoir des méthodes de travail qui sont typiques de leur discipline à eux, mais on emprunte aux avions, on emprunte aux tanks, on emprunte aux bateaux, on emprunte à tous ces domaines-là, aux figurines évidemment, mais voilà, donc tout ce qui est indiqué là-dedans est intéressant. Il n'y a pas de méca, mais c'est intéressant. Donc ce tome 1 concerne les avions, bien évidemment. On y retrouvera ici en plus de nombreux chapitres concernant le matériel utilisé. Là on voit étonnamment du diluant Tamiya à côté de pots Mr. Hobby, un aérographe, des rubans de masquage, on y apprendra comment faire soi-même son masquage ou ses décalcos, comment faire les panel lines, comment faire les verrières, comment faire plein de choses. Donc c'est génial, et à l'époque c'était quand même pas donné, vraiment pas donné, c'était 27,50 €. Voilà, et à l'époque 2001, c'était suffisamment récent l'euro pour qu'on précise que ça fait quand même 180 francs 39. Donc, ce que je vous propose, c'est de jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Alors, on y voit les techniques de base. Il y a quand même une vingtaine de pages là-dessus. Les techniques de peinture à l'aérographe de 21 à 39, donc ça nous fait quand même presque 20 pages aussi. Peinture métallique et camouflage. Donc là, de toute façon, il y a à la fois la théorie et la pratique. Donc les avions de combat, expliquer un petit peu ce que sont ces familles d'engins, d'avions, d'hélicoptères, etc. selon les époques, parce que on ne peint pas de la même manière un avion de la Première Guerre mondiale que de la Seconde Guerre mondiale, ou même un avion moderne. Les avions de la Première Guerre mondiale, c'était ni plus ni moins que de la toile et du bois. Seul le moteur était en métal, et les armes évidemment. Ensuite, on a des avions qui sont pour certains encore en bois et en toile, mais d'autres qui rajoutent du métal, et du métal léger, donc aluminium, mais ça se trouvait pas quand même à tous les coins de rue, comme dirait Doug Brown. Voilà, et maintenant bien évidemment vous avez des alliages, vous avez pour certains avions même de la résine, mais sinon les méthodes de montage et du coup les matières qui sont utilisées doivent se refléter un petit peu dans les engins que vous faites. Et bien évidemment il y a les fameux camouflages, et là vous voyez que vous avez un avion qui montre des traces d'usure, et forcément vous avez en dessous la trace du métal qu'il y a sur les ailes. Vous n'aviez pas intérêt à marcher sur les ailes de n'importe quel avion non plus. Donc bon, la patine est différente aussi selon que les avions aient justement une peinture apparente ou pas. Là par exemple, c'est très clairement non pas une peinture, mais la couleur du métal utilisé pour la carlingue. Donc là on revient justement sur un avion russe qui n'a pas l'air super facile à faire. Il faut typiquement pour les avions toujours prendre soin d'éliminer la jointure entre les ailes et le reste de la carlingue. Donc c'est utilisation de Tamiya Putty qui existait encore en France à ce moment-là. De mettre éventuellement du mastic plastique, de mettre beaucoup de choses comme ça. Et peut-être ajouter quelques détails, parce que ça a l'air assez pauvre en détails, mais le résultat final propre, c'est ça. Bon, certains peuvent s'en contenter, mais ça fait un peu léger. Et donc visiblement c'est avec cet engin-là, assez basique et d'ailleurs pas très beau, que on passe au conseil pratique, et justement là au masquage sur le moteur. Brossage à sec ici pour ce qui actionne l'hélice. Masquage de base ici pour une bande rouge sur vert. Moi sincèrement j'aurais pas fait comme ça. Comme je vous l'ai dit, pour du rouge en plus pétant, vaut mieux mettre quand même du blanc d'abord et ensuite du rouge. Là par exemple c'est pas spécialement un rouge pétant, mais on aurait pu mettre du gris avant. Mais moins vous mettez de peinture, surtout que là c'était au pinceau, mieux c'est, puisque si vous mettez trop de peinture, forcément couche sur couche ça va finir par se voir. On passe à l'avion de la résistance avec encore une fois d'autres méthodes de montage.
Conseil pratique, la pose des décalcomanies. Je pense que ça concerne pas mal d'entre vous. Moi, c'est une méthode que je connais depuis maintenant 40 ans, donc voilà. Les cockpits, c'est toujours une partie très, comment dirais-je, particulière à faire, où on va rajouter volontiers des détails, etc. Passer beaucoup de temps ici, par exemple, passer de là à là. C'est intéressant. Le problème, c'est qu'après, c'est assez frustrant, puisqu'au final, on n'en voit rien. Mais on a la satisfaction de l'avoir fait, et si on regarde de près, effectivement, de le voir. Donc vous voyez, là le cockpit est fait, le reste de l'avion reste à faire quand même. Donc là, introduction à quoi, c'est pas indiqué, mais on devine que c'est l'aérographe. Ça aurait pu être indiqué. Aérographe et nouvelles technologies. Donc à l'époque c'était des nouvelles technologies, maintenant tout le monde peut en avoir pour un tarif relativement raisonnable, c'était pas le cas avant. Pour ce genre de choses, il fallait compter facilement plusieurs centaines d'euros. C'est une des raisons pour laquelle moi j'ai abandonné l'utilisation de ce matériel, pour l'instant du moins, mais un jour je vous présenterai tout ça. Mais pas comme ça. Moi je trouve ça chiant. Mais bon, à chacun son truc, et je comprends tout à fait qu'il y ait des résultats absolument formidables chez beaucoup d'amis maquettistes qui utilisent justement volontiers ce genre de matériel. Donc là encore, tout simplement passage de la théorie à la pratique. Peinture à l'aérographe, là encore, avec du masquage et des trucs qui n'ont rien à voir du coup avec les décalcomanies. Là, décalcomanie faite maison pour s'adapter sur la partie moteur de cet avion. Et ici, masquage des parties transparentes qui doivent rester transparentes. Et du coup, avec précaution, on va utiliser les rubans de masquage pour faire camoufler, on va dire, cacher la partie transparente pour que la peinture puisse être faite sur le reste de la verrière, mais pas à l'intérieur. Donc, je vais pas faire tout, mais là pareil, introduction, on ne sait pas de quoi. Après, on devine que c'est pour... on ne sait pas. La présentation de ces livres était un peu spéciale. Hein. Des fois, franchement, en termes de présentation, c'était pas la joie. Mais encore une fois, c'est à la lecture, c'est vraiment super intéressant. Là, par exemple, le détaillage des cockpits sur certains modèles d'avions est totalement nécessaire, soit parce qu'ils ne sont pas corrects, soit parce que tout simplement il manque des tonnes de détails et qu'ils ne sont pas fatigués à les faire. Donc c'est comment les refaire et tout ça. En plus la peinture métallique, c'est certainement ce qui est le plus difficile à faire sur des avions. Les petits éléments là, je vous ai souvent présenté. Donc, vous voyez une paire de ciseaux qui rappelle un petit peu la paire de ciseaux que je vous ai présenté il y a quelques temps. Les X-Acto, donc les porte-lames, les lames, les Bruxelles, donc des pinces à épiler, moi j'appelle ça. Et le matériel à utiliser. Donc voilà, toujours la théorie, la pratique. Des bandes d'acétate jaune, j'en ai jamais vu de ma vie, mais apparemment bon, c'est tout simplement de la carte plastique, pour ce que j'en ai compris, mais j'en ai jamais vu de ma vie. Donc voilà, c'est certainement quelque chose de tout à fait classique chez certaines personnes d'un certain âge, mais moi je sais pas. C'est là que j'ai appris qu'effectivement on pouvait utiliser des seringues hypodermiques pour refaire des canons. Le problème, c'est que d'aller en pharmacie demander des seringues hypodermiques, c'est le meilleur moyen de passer pour un junkie auprès du pharmacien et de ses voisins. Pour justifier l'utilisation dans le domaine de la maquette, c'est pas toujours facile. Donc voilà, vous l'aurez compris, là c'est camouflage de la Seconde Guerre mondiale, traces d'échappement. On passe toujours avec des avions comment dirais-je, pour la pratique. Là c'est avec un MiG. Réacteur, là c'est uniquement le réacteur d'une Rolls-Royce. Ça c'est ce qui m'intéressait le plus. Introduction, encore une fois, introduction à quoi? Voilà, on voit des photos, on sait pas. Il faut tourner la page pour savoir que c'est pour le Sukhoi 27, qui est un de mes avions russes préférés. J'adore sa forme, j'adore son look, ses lignes. C'est un avion qui est ni plus ni moins que superbe. Et visiblement là, ce modèle qui est en quoi? Ça serait bien aussi d'être
précis là-dessus. Est-ce que c'est du 1,48? Est-ce que c'est du 1,72 ou 1,48? Voilà, mais avec des kits de détaillage, ça se fait souvent aussi pour les avions, des kits de détaillage pour le cockpit, de la photo découpe. Voilà, et passer une certaine échelle, c'est quand même assez important et intéressant d'avoir tout ça. Donc là, vous voyez, on a un avion moderne, tout ce qui est de plus moderne, hein. Et avec les tuyères, les couleurs à utiliser, etc. Donc voilà, et au final on obtient ça, c'est absolument magnifique. Voilà, polissage des verrières, ça c'est un truc important aussi pour les avions, avec le compound de Tamiya, des calcomanies vierges, comment les utiliser, introduction encore une fois, là on sait pas, mais on devine que c'est le F14. Quelle échelle? Faut lire un bout de temps avant de voir que c'est pour proposer une maquette en 1,48. Ça, en termes de présentation, sincèrement, je trouve ça pas génial. Mais bon. Introduction, là, on sait pas non plus. Hélicoptère d'aujourd'hui, cool. Et après, des avions de la Première Guerre mondiale. Alors, comment faire des effets bois? Comment faire les camouflages de l'époque? Là, vous voyez, là, le bois est tout à fait visible. Et ici, modification et même allongement d'un avion qui est ici un Messerschmitt, si je ne me trompe pas. Messerschmitt BF-109, un des plus connus. Mais visiblement, là, il était nécessaire de rajouter de la matière et donc on y appose donc de la carte plastique pour allonger la partie arrière de l'avion. Et on y ajoute d'autres détails qui en feront un modèle, sinon unique, en tout cas qui représentera un modèle particulier. Pour au final obtenir ça. Voilà, avec un cockpit plus que détaillé, hein. Donc vous l'aurez compris, c'est pratique, trappe de visite et petite prise d'air. C'est pas toujours super bien présenté, c'est pas toujours super clair, mais à la lecture de ce bouquin, on apprend énormément de choses. Et c'est ce qu'il faut retenir de cette encyclopédie du modélisme qui était publiée donc en 2001 par Histoire et Collection. Donc ça c'est le tome 1 que je vous ai présenté. Si vous le trouvez, tant mieux. Si vous avez encore le trouver même sur le net, vraiment cool. Vous connaissez maintenant son contenu, son intérêt. Et j'ai hâte de vous présenter les prochains tomes. Alors je suis désolé, je ne pourrai pas vous présenter la semaine prochaine le tome 2, je ne l'ai pas sous la main, mais bien évidemment, dès que je remets la main dessus, je vous le présenterai. En attendant, on passera au tome 3, 4, 5, 6 que j'ai à côté de moi là. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette présentation de cette encyclopédie de modélisme en français par Histoire et Collection, tome 1, les avions, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis maintenant bientôt 3 ans. Merci à tous de votre fidélité et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de l'encyclopédie du modélisme.